antéro-circontourale. L'apicale, il est là, oui, c'est aussi l'IVA qui fait l'apex. Et le septo, c'est ce que je disais, c'est les septales, on ne les voit pas ici parce qu'elles plongent à l'intérieur dans la viande, là. Elles plongent dans le septum, qui est la paroi musculaire qui sépare le BD et le PG, qui est en dessous. Vraiment, sous le l'IVA, il y a le septum. Et du coup, c'était pas ta question, en fait. Ta question, c'était sur la circonflexe, c'est ça? Et, voilà. Et donc là, on est en latéral haut, latéral. Et les circonflexes, elle va derrière là, elle va faire la partie latérale du VG, mais inférolatérale, plutôt, tu vois, en descendant. Là, elle va donner des marginales derrière là, transparence derrière. Elle va donner des marginales qui vont faire le territoire inférolatéral. Et donc, sur le CG, ça va se traduire sur V5, V6 et les dérivations postérieures. Bon. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne soyez pas le maillon faible. Et chacun de nous, on dit qu'on ne doit pas être le maillon faible. 18 dérivations. Donc, supposition de ce cas, même plus que ça, douleur thoracique égale ECG. Pourquoi? Parce que c'est giga rentable. Si vous ne faites pas d'ECG normaux, si tous les ECG que vous faites, vous tombez sur un infarctus, c'est un problème. Ça veut dire que vous avez raté plein de syndromes coronariens en fait. Parce qu'il faut, même pour nous, on raisonne comme ça en coro, c'est pas un échec horrible de faire des coros normales. Il ne faut pas faire des coros à tout le monde, parce qu'il y a quand même un petit risque, il y a 0,2% de risque, donc c'est pas très risqué, mais c'est pas 0%. Et puis ça coûte de l'argent, du temps, etc. Donc on ne fait pas à tout le monde. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut accepter de faire des examens, un peu d'examens normaux, pour être sûr de ne pas passer à côté de trucs graves, qui parfois ont des présentations bâtardes. Donc douleur taux égale ECG, parce que c'est rapide à faire, c'est facile, ça coûte pas cher, et ça rapporte gigalement. Et puis en plus, même si ça ne servait à rien quand vous l'avez fait en 2026, quand il va revenir en 2028 pour un autre truc, on va pouvoir comparer avec votre ECG 2026 et authentifier qu'il y a une modification, et ça va être très, très, très précieux. Voilà, ECG facile. Et 18 dérivations. Je reviens sur les 18 dérivations. Il y a des infarctus, par exemple, de cette circonflexe dont on vient de parler, qui ne sont que postérieurs et qui n'ont pas de miroir. C'est-à-dire que votre 12 dérivation sera normale, mais tu auras des sus-décalages que de V7, V8, V9, et que tu n'auras pas vu, parce que tu n'as pas voulu embêter ton infirmière à lui dire fais les 18 dérivations. Ou parce que vous n'êtes pas embêté à faire un protocole normal au service des urgences, qui est que normalement, douleur thoracique égale 18 dérivations. Ou alors, que le 18 dérivations a été fait, mais vous ne l'avez pas regardé. Ça arrive aussi, fréquemment. Alors qu'en fait, il y a un sus-décalage dans les dérivations postérieures, que le patient a mal, et qu'en fait, c'était un infarctus. Donc le désir de dérivation, s'il vous plaît, n'oubliez pas. S'il y a un ST+, à l'ECG. Donc vous êtes ce fameux médecin traitant qui avait rien demandé à personne et qui se retrouve avec un patient avec... vous êtes un médecin traitant bien équipé qui a un ECG, ce qui n'est pas le cas de médecin traitant. Et donc vous avez fait un ECG et vous avez reconnu l'infarctus. Donc vous êtes vraiment un bon médecin traitant. Et vous êtes par définition en extra-hospitalier. Qu'est-ce que vous faites? SAMU, direct. Vous faites rien que téléphone. SAMU direct. Bon, après, si le patient est en arrêt, vous massez aussi. Vous faites entourer pour le réanimer. Mais là, c'est SAMU. C'est SAMU. C'est pas, non, mais je suis pas loin, je suis accompagné par ma femme, vous inquiétez pas, on va aux urgences. Non. C'est pas, ça m'est arrivé quand j'étais assistant à Paris, un cardiologue de ville, où il avait une suspicion d'infarctus, c'était même plus qu'une suspicion, mais c'était un infarctus, et qui il nous a amené le patient, il nous a dit infarctus, on s'est préparé en coro, et on a vu arriver le patient sur ses propres jambes, dans sa propre voiture, mais le cardiologue derrière avec sa propre voiture, et qui nous a dit transport médicalisé. Non, c'était pas un transport médicalisé. Transport médicalisé, c'est que le mec il peut s'arrêter vraiment à tout moment, et donc le mec il ne doit pas faire d'effort, il ne doit pas être au volant d'une voiture, parce que s'il s'effondre sur son volant, c'est dangereux pour tout le monde.
Donc non, c'est SAMU et rien d'autre. Et si le patient tape l'infarctus en intra-hospitalier, on appelle le cardiologue directement. Quelles sont les premières mesures à mettre en place à l'arrivée du SAMU? Donc maintenant, on sait qu'il faut raisonner. Il est quelle heure? On sait qu'il faut raisonner plutôt en mode tiroir pour éviter d'oublier des grands thèmes. Et comme ça, on sait que les items ils seront rejoints dans le tiroir. Mais quel grand thème il va falloir... vous êtes le médecin responsable du SAMU, vous arrivez avec, comme des cow-boys avec votre équipe et votre camion. Vous êtes auprès du patient, là, dans la salle de consul du médecin traitant. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Tu vérifies le CG. Ouais. Carrément. Tu confirmes que c'est un ECG caricatural DST plus antérieur, étendu, etc. Ouais. Quoi d'autre? D'autres personnes, un petit peu là? D'autres clusters, on n'entend pas beaucoup. Mademoiselle, avec le Mac. Ouais. L'allongé quoi? Oui. Carrément bon réflexe. Et donc ça, tu vois, on peut le mettre dans le tiroir mise en condition, ou conditionnement, ou je sais pas quoi, mais et qui est un tiroir hyper important, en particulier pour la suspicion, enfin, c'est une suspicion c'est un infarctus. Donc l'allonger, c'est pas bête, hein, en fait, il ne faut pas qu'il fasse d'efforts. Nous-mêmes, on passait du brancard à la table de coraux, on évite qu'ils fassent eux-mêmes d'efforts de se déplacer eux-mêmes de l'un à l'autre, on les déplace nous-mêmes, voilà, pour ne pas mettre le myocarde en activité, en stress. Et tu as dit aussi prise des constantes, donc super bon réflexe, et quelque chose en plus dans ce tiroir mise en condition, à faire directement, que le SAMU va le faire directement, en plus des constantes, ouais. Alors l'O2, non. L'O2, c'est montrer que si tu mets de l'oxygène à un infarctus alors qu'il n'en a pas besoin, tu augmentes les radicaux libres et du coup tu augmentes la lésion myocardique. C'était pas... Voilà, exactement. Il faut vraiment qu'il désature à moins de 90, c'est même 92 le seuil, je crois. Mais après, c'est pas évident, on aurait eu envie tous envie de mettre de l'oxygène, mais en fait, il a été prouvé qu'en fait, tu aggraves les choses quand on met, alors que c'est pas indiqué. Et du coup, il faut se restreindre vraiment aux désaturations à moins de 92%. Et donc, l'O2 systématique, je ne l'achèterai pas, mais que si désaturation, mais c'est bien d'y penser. Et t'as dit quoi d'autre? Prise en charge de la douleur, oui, carrément. Donc, souvent, ils ont été morphinés, ils ont été pas mal morphinés par le SAMU, les patients qui nous sont amenés. Oui. Ok, donc là, toi, tu es dans l'autre tiroir, qui est un tiroir qu'on peut appeler stratégie de reperfusion. Donc, on va parler de ce tiroir juste après. Mais là, on est encore plus... Et en fait, ces deux tiroirs se font en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas toi, le médecin responsable du SAMU, qui va prendre les constantes, qui va mettre la saturation. Toi, tu es le pilote et tu t'assures que ton personnel paramédical, il fait ça, il met la conditionnement. Et simultanément, toi, tu vas faire le tiroir stratégie de reperfusion. Ok, mais si on finit le tiroir mise en condition, toi, tu es encore tes tiroirs stratégie de reperfusion, ça appartient à ça. De quoi? Oui, VVP, carrément, hyper important. Pas juste par sécurité, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre stratégie de reperfusion, vous allez passer un truc dans les très prochaines secondes dans cette VVP. Et un autre truc à faire encore plus immédiatement que la VVP. Oui, pour faire quoi? Alors, toi, tu es dans les pages de choc. Mais avant de choquer, il faut assurer son rythme. Il faut scoper. Scoper les ST+. C'est pas anecdotique, c'est pas juste pour le PMZ des examens. Nous, on ne déscope pas, par exemple, un patient, quand on le passe dans la salle de choro, pour le passer du scope du SAMU, donc on le transporte jusqu'en salle de choro avec le scope du SAMU, et après, il faudra qu'on rende le matos au SAMU. Et du coup, il faut qu'on enlève leur merdier et qu'on mette le nôtre. Et ben, ce transfert de scope,
il se fait immédiat. Il n'y a pas de seconde où le patient n'est pas scopé. Voilà, donc on commence par scoper le patient parce qu'il peut taper l'AFV, c'est vraiment, enfin, c'est probable qu'il la tape. La probabilité, elle est pas loin d'être nulle. Et c'est pas systématique, mais c'est probable. Et là, il faut vraiment réagir tout de suite, tout de suite, tout de suite, quoi. Et c'est facile à régler. Hein. Il fibrille, tu choques, il est sauvé. C'est rentable. Hein. Et donc, on arrive, on scope. Après, on prend les constantes. Après, en même temps. Après, en même temps, on met la DVP. Et pendant que le personnel médical paramède fait tout ça, toi, tu te dis, OK, stratégie de reperfusion. Alors, j'ai entendu anti-agrégant, mais tu vas sortir ces anti-agrégants en fonction de ta stratégie ok. Est-ce que ça, je dis après? Non. Alors, toi, tu parlais des délais. Et alors, vas-y, explique-moi comment tu raisonnes pour ta stratégie. Et pour après décider de est-ce que si c'est trop long, est-ce qu'on peut se donner ou est-ce que si c'est moins de 2 heures, du coup, dans ce cas-là, on se tient à long classique, on va faire un fait en cardiologie. Et en sorte que comme ça, du coup, on va décider d'anticoagulant et d'anti-agrégant, surtout d'anti-agrégant. Oui, c'est exactement ça. Il n'y a rien de faux, il ne manque rien, c'est exactement comme ça. Et c'est exactement les bons délais. Donc c'est ça, c'est 2 heures entre la prise en charge médicale, pas le début de la douleur, pas je sais pas quoi, non, la prise en charge médicale et la reperfusion technique. Pas j'arrive dans l'hôpital, non, la reperfusion technique. Parce qu'au moment où tu vas arriver dans l'hôpital et la reperfusion technique, il va y avoir, on compte en gros 30 minutes. Donc, la théorie qui est écrite dans les recommandations et sur laquelle on se base, c'est, comme tu as dit, entre la prise en charge médicale initiale et la reperfusion, il faut qu'il y ait 2 heures, 120 minutes. Et en pratique, du coup, pour en faire une traduction pratique, entre le coup de fil entre le smuriste et le cardiologue de garde, c'est dans combien de temps tu franchis les murs de l'hôpital. Vu qu'on se compte 30 minutes entre le moment où tu as franchi le mur et la reperfusion technique, on fait 120 moins 30, c'est 90. Et donc la seule question à se poser entre pratique et facile entre un cardiologue de garde et le smuriste, c'est dans combien de temps tu franchis les murs de l'hôpital. S'il te dit moins 90 minutes, tu lui dis angioplastie. S'il te dit 91 minutes, tu lui dis thrombolyse. C'est un vrai sujet, très important, qu'on fait très mal. Je présente à Paris dans 2 jours une étude sur les infarctus en France, une base nationale, et qui montre qu'en gros, il y a 80% d'opportunités manquées de thrombolyse. Pour plein de raisons, surtout humaines, les cardiologues, on n'aime pas trop la thrombolyse, etc. Bref, il y a plein de raisons. Et puis, la raison, le biais technique aussi, on est tellement enthousiaste de la technique de l'angioplastie, qui est quand même extraordinaire, que du coup, on en néglige la fibrinolyse. Alors que, quand tu n'es pas dans les délais, alors que, pour être plus simple, une fibrinolyse dans les temps, puis angioplastie évidemment, mais tu vas avoir les mêmes résultats de mortalité, donc le même bénéfice qu'une angioplastie dans les temps. Alors que angioplastie seule, toi, ce qu'on fait dans trop de cas en France et aussi à La Réunion, 80% des cas, c'est de dire allez, angioplastie directe, mais en fait, tu n'as pas été honnête, tu as mal évalué ton truc, ou c'est clair qu'on n'allait pas être dans les temps, et bien du coup, finalement, la reperfusion se fait au-delà de 120 minutes, et donc le patient va le payer toute sa vie, il va avoir une vie plus courte à cause de cette décision pourrie, et une vie en moins bonne santé. Et en fait, il y a 80% d'opportunités manquées, alors que voilà, une angioplastie retardée sans thrombolyse, on le paye vraiment sur le plan de la mortalité. Alors qu'une thrombolyse dans les temps, tu auras le même bénéfice qu'une angioplastie dans les temps. Donc voilà, ne thrombolysons pas tout le monde, parce que si tu es dans les 90 minutes dans l'hôpital, il ne faut pas le thrombolyser, c'est une erreur. Il vaut mieux une angioplastie dans les temps qu'une thrombolyse. Par contre, il vaut mieux une thrombolyse qu'une angioplastie pas dans les temps. Donc ça, c'est un vrai gros sujet. Et il faut qu'on se remette tous en question et qu'on thrombolise beaucoup plus et qu'on évalue mieux nos temps d'arrivée.
C'est un vrai sujet. Donc voici les 3 modalités de vascularisation coronaire. Donc vous reconnaissez à gauche la thrombolyse, au milieu la cardiologie interventionnelle et à droite le pontage. C'est quoi en gros si la proportion de solutions de pontage dans le cas des ST+, vous pensez 1%, 50%, 60%? Combien? Exactement, ouais, c'est proche de 0%. La chirurgie cardiaque n'est pas une solution, n'est pas une stratégie de revascularisation recommandée pour le ST+, c'est l'angioplastie coronaire. Il y a des très rares cas où il y en a qui ont des échecs de revascularisation percutanée ou que je sais pas quoi, ou alors qu'il y a une complication mécanique, etc., où ça doit se finir en chirurgie, mais c'est anecdotique. La stratégie ne doit pas être chirurgicale. Ce qui est évidemment pas le cas d'autres contextes, de l'angor, etc., où c'est évidemment pas le même raisonnement. Si on se résume, en gros, importance de l'interrogatoire et de l'examen clinique pour identifier rapidement l'infarctus du myocarde. Vous vous rappelez, l'examen clinique, il est normal de l'infarctus du myocarde, non compliqué. Mais l'intérêt de l'examen clinique, c'est d'être sûr qu'on ne s'est pas planté de diagnostic différentiel. Et l'autre intérêt, c'est de détecter d'emblée les complications d'infarctus qui sont fréquentes. Voilà. Donc l'examen clinique, c'est important. Appeler le SAMUS entre 15 dès la suspicion d'infarctus. On connaît les différentes modalités de revascularisation, on a parlé. Et soyez des coacteurs de la réduction de nos délais réunionnais de l'infarctus du myocarde. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou pas? Non. Alors on enchaîne. On enchaîne avec les petites 10 minutes qui nous restent. On va aller un peu plus vite. Donc madame clairement taux de présence 65 ans. Antécédent de dyslipidémie, hypertension, se présente aux urgences du Shore pour douleur thoracique, oppressante et essoufflement depuis 4 heures. Okay. Donc là, comment je raisonne 65 ans, un facteur de risque, dyslipidémie, hypertension, 3 facteurs de risque. Ensuite, Shore, warning, centre sans angioplastie. Douleur thoracique oppressante, tilt, ça commence à être une douleur qui semble évocatrice. Et essoufflement depuis 4 heures. Essoufflement, 2 tilts possibles. Premier tilt, je me suis gouré de suspicion principale qui était l'infarctus. C'est autre chose. Deuxième tilt possible, c'est vraiment l'infarctus. Par contre, il est compliqué. Il est en train de se compliquer d'un OAP. Éventuellement, autre tilt, comme on a eu récemment, c'est un infarctus. Mais chez un patient qui a une autre comorbidité qu'on ne nous a pas racontée, qui est BPCO chronique avec l'oxygène à domicile, comme ça nous est arrivé hier. Alors, diagnostic initial basé sur les informations présentées. Alors, est-ce qu'on pense à un ST+, ou à un non-ST+? L'appellation non-ST+, comme c'est le cas dans votre collège, je crois, est très bien. Elle est mieux, sur le plan conceptuel, elle est mieux que ST-. Parce que ST-, ça vous fait croire que s'il n'y a pas de sous-décalage à l'ECG, ce n'est pas un ST-. Alors qu'en fait, la plupart des ST-, ont des ECG normaux. Et en fait, les ST-, c'est des non-ST+. En fait, on est ST- quand il y a une souffrance myocardique aiguë authentifiée, sans sus-décalage du segment ST. Que le ECG soit normal ou qu'il y ait un sous-décalage, mais voilà. Et pour finir cette parenthèse, attention, un sous-décalage sur un 12 dérivation, est-ce que ça ne peut pas être quand même un ST+? Ouais. Voilà. Et ça vous le verrez probablement, j'espère, de moins en moins dans le service d'urgence. Un petit sous-décalage dans les 12 dérivations. Et tu dis, où est 18 dérivations? On n'a pas fait. Est-ce que tu peux faire? Et tu regardes. Et en fait, c'était un sus-décalage postérieur avec un miroir. Ça n'était qu'un miroir d'un sus-décalage. Donc, ça n'était pas un ST+, c'était un ST+, qu'on a raté. Voilà, donc est-ce qu'on est dans le ST+, avec une sus-décalage qui est persistant, malgré la trinitrine? Ou alors est-ce qu'on est dans le non-ST+, que la douleur elle est transitoire, et qu'il n'y a pas de sus-décalage persistant? C'est-à-dire qu'un sus-décalage
transitoire, fait partie en fait de la famille des non-ST+, mais qu'on va le classer dans les ST- à haut risque, qui ont des délais de prise en charge plutôt de moins de 2 heures, dans les 2 heures. Donc en fait, comparable au ST+. Physiopathologiquement, je vous remets cette image qui raconte en fait la même chose que le coup des poubelles tout à l'heure, avec à gauche les deux mécanismes différents, les deux temps différents de l'athérosclérose, les deux évolutions possibles de l'athérosclérose. Donc soit à gauche, le cœur lipidique nécrotique derrière une chape fibreuse avec du collagène, qui est en fait quelque chose de stable, hein, qui est bien organisé, qui est une sorte de cancérisation ossifiante de l'artère corollaire qui s'organise bien avec le temps et qui va arriver jusqu'à l'occlusion complète. Et puis après, l'autre mécanisme, donc c'est comme la petite ruelle de tout à l'heure, avec des poubelles partout, mais bien rangées sur les côtés, qui fait quand même, tu peux quand même passer, pas très bien, mais tu passes quand même. C'est comme le vieux taco de Gaston Lagaffe. Il y a des gens qui ont des arbres corollaires complètement pourris, complètement infiltrés, petit calibre, oui, mais pas de douleur, pas d'insuffisance cardiaque, ils font leur petite vie. Voilà, après, juste au moment où, après il y a des événements, hein, mais voilà, parfois le vieux taco il pète, hein, mais voilà, ça c'est plutôt dans l'ambiance encore stable. Et après, il y a l'autre ambiance qui est l'ambiance du ska. Et donc là, tu sors de ta Porsche chez le garagiste qui vient de faire la révision et qui va parfaitement bien. Donc là, il a pu avoir, par exemple, des patients qui sont en colère contre leur médecin de traitement ou leur cardiologue, qu'ils ont vu il y a un mois, ils m'ont dit tout allait bien. Ah oui, tout allait bien, tu avais une plaque qui était à 20%, donc on se fichait complètement, qui était asymptomatique, qui n'avait pas de retentissement. Et c'est comme quand tu te prends un arbre en sortant de chez ton garagiste, il dit rien ton garagiste. Donc il a peut-être déchiré ta plaque de façon aiguë. Quelques minutes après, ça a activé ton mécanisme d'agrégation, coagulation qui s'est complètement emballé et qui a bouché ton artère. C'est pas la faute de ton garagiste, ni de ton cardiologue, ni de ton médecin traitant. C'est de l'ordre de l'accident. C'est une plaque vulnérable qui peut se rompre et donc qui déclenche le mécanisme de thrombose avec agrégation plaquettaire et ensuite coagulation par-dessus. Vulnérable, ça c'est un mot important pour nous dans la compréhension cardiologique des dernières décennies. On comprend qu'en fait il y a des plaques vulnérables et des plaques pas vulnérables. Et dans l'imagerie, ça se développe de plus en plus d'arriver à distinguer. En fait, on comprend qu'il n'y a pas juste le pourcentage de sténose qui est important à regarder, il y a la vulnérabilité de la plaque. Et qu'il y a des plaques en fonction de leur composition notamment, et ben on peut voir qu'elles vont être à plus grande probabilité de se rompre ou pas. Voilà, donc là, le mécanisme de thrombose, je vous passe peut-être assez rapidement, mais en gros, il y a la brèche de l'endothélium, il y a une déchirure endothéliale qui fait que le sang se trouve en contact avec des facteurs avec lesquels il n'aurait pas dû être en contact. Et du coup, ça déclenche automatiquement l'agrégation de plaquettes qui viennent ici pour permettre la brèche et reformer normalement la paroi artérielle. La plaquette s'active et donc va déclencher plein de mécanismes internes et dans ces récepteurs qui vont sonner la sonnette d'alarme générale, qui vont appeler plein d'autres plaquettes, plein de mécanismes ensuite d'agrégation de coagulation et qui va créer le caillot. Épidémiologie de l'infarctus du ST+ chez la femme. Donc, les infarctus sont 4 fois plus fréquents chez l'homme avant 60 ans, mais la femme nous rattrape après 65 ans. Symptomatologie plus souvent atypique, puisqu'il faut se méfier des femmes dans la description de la douleur thoracique, en tout cas. Et parce que leurs descriptions sont plus fleuries, plus atypiques. Et du coup, on se plante plus, et du coup, on les prend en charge avec des plus grands délais, et du coup, elles s'en sentent moins bien. Elles ont plus de mortalité et plus de complications et plus de morbidité. Donc, il faut être un peu plus prudent sur l'interrogatoire des femmes. C'est pas hashtag MeToo ce que je vous raconte, hein, c'est des décrits de façon extrêmement scientifique, etc. Et c'est pas pour ça qu'il faut
jamais se méfier de la description des hommes, parce qu'il y a aussi certains hommes qui ont des descriptions foireuses, et certaines femmes qui ont des descriptions absolument typiques et sans problème. Et voilà, les femmes sont souvent moins bien prises en charge en cardiovasculaire, notamment, et pas que. Et donc, pour comprendre pourquoi, il a été authentifié que leur description, notamment, il y a plein de biais de la part des soignants, mais aussi, un des facteurs qui peut expliquer, c'est cette symptomatologie qui est plus souvent atypique. Et donc, il faut qu'on soit plus méfiant. Quels signes électro, ça, vous les reverrez aussi dans vos trucs plus globalement. Mais à retenir que ces définitions, je ne vais pas forcément passer du temps à vous les dire, c'est vraiment la définition de base que, évidemment, je vous conseille d'apprendre. Le seul message, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Dans les scans ST+, il y a bien des ECG normaux, sans sous-décalage. Il y a aussi des sous-décalages. Check. Il y a encore un des messages importants à vous passer. Indication de l'ECG dans toute douleur thoracique, c'est ce qu'on signe tout à l'heure. Il se trouve que cette dame, qu'est-ce qu'on lui voit? Allez, je vous passe le travail. Rythme sinusal régulier. On ne saute pas dessus tout de suite sur le truc qui nous saute aux yeux. N'oublie pas que ces sinusales réguliers, ça a une importance particulière ici, parce que et notre capacité de conduction. Maintenant, quand on regarde la repolarisation, on voit qu'il y a un énorme sus-décalage inférieur, D2, D3, ADF. On voit, pour info, mais ça ne change rien en fait, mais ça nous conforte dans la diagnostic, on va dire, qu'il y a un miroir en latéral haut, ABL, D1, et antérieur. Et on voit que ce gros sus-décalage majoritaire, il est étendu aussi de V4 à V6 en latéral droit. Donc il y a un sus-décalage inférolatéral avec un miroir antérolatéral haut. Et on peut noter qu'il y a déjà une onde Q des 3 pour info, mais ça ne change rien. On est vu. Et le fait que vous ayez noté que le rythme sinusal et capacité de conduction, c'est important dans les inférieurs, ça peut donner des DAB3. Troponine, qui fait une troponine par levage de main. Voilà, c'est ça. On l'a fait, mais on s'en fout, ça me va bien. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dire on ne la fait pas. C'est plus prudent, si c'est pas clair pour vous dans votre tête, retenez on ne la fait pas. Mais en pratique, on la fait. Mais on s'en fout. C'est-à-dire que, par exemple, le short va piquer la patiente parce qu'elle va lui mettre la perfusion. Donc en la piquant pour mettre la perfusion, elle va en profiter pour tirer des tubes qu'elle va envoyer au labo. Mais on ne va pas attendre l'envoi au labo, les techniciens fassent ce truc, que le biologiste valide, que je ne sais pas quoi, que ah oui, il y a trop peu et tout monté. Non, pas du tout. Les tubes de sang sont encore sur la paillasse, ne sont pas encore traités, la paillasse des urgences, que la patiente elle est déjà dans le camion du SAMU. Et après, nous, quand on sera au CHU Nord, on saura récupérer cet examen, mais ça ne doit pas retarder la prise en charge, surtout pas. En ST+, on ne regarde pas la troponine, on n'attend pas la troponine. C'est un dossier d'infarctus où on nous dit d'emblée la troponine, c'est une grave erreur. C'est-à-dire qu'on a raté le diagnostic initial. Ça arrive malheureusement de temps en temps. On parle d'un dossier de ST+, et on dit en plus la tropo est élevée. Bon, ça veut dire qu'il y a eu de la perte de temps. Donc il est recommandé de ne pas la faire dès qu'on a ST+. Encore une fois, en tout cas, de ne pas attendre le résultat. Donc là, on fait pareil, on sort notre tiroir en simultané le conditionnement, la stratégie d'anti-agrégant en fonction de la stratégie de reperfusion qu'on a décidé, et en simultané, le médecin, lui, il établit la stratégie. On a dit qu'on était au short, c'est ça? Check. Ok. Donc là, on sort l'algorithme que tu nous as sorti tout à l'heure. Est-il possible de réaliser de l'angioplastie coronaire dans les 120 minutes? Traduit pratique. Est-ce que vous êtes dans les murs de l'hôpital? Est-ce que vous franchissez le portail dans les 90 minutes? Oui. Donc, pas de thrombolyse. Et donc, tu peux balancer Aspégie 250, Brilique 90 mg de comprimé et Héparine 5000 unités. Ou alors, tu peux remplacer Brilique par des fientes si tu veux.
Ou alors non, je ne veux pas être dans les temps. Donc fibrinolyse immédiate en l'absence de contre-indication. Et transfert dans un centre de cardio interventionnel avec le même délai. Il y a une autre erreur qu'on voit, c'est qu'on thrombolyse, on se détend. Non, on ne se détend rien du tout. Il y a un taux d'échec de thrombolyse qui est hyper important. Le patient peut fibrinolyser, donc tu fibrinolyses et tu pars tout aussi vite que si tu n'avais pas de thrombolyse. C'est un des éléments qui explique le retard de prise en charge à la réunion. L'intérêt de la cardio interventionnelle, c'est qu'on a à la fois le diagnostic, avec ici une occlusion de la couronne à droite. Elle a eu la gentillesse de s'occlure après sa branche ici, qui est la marginale du bord droit, qui revascularise le ventricule droit. Le ventricule droit est très reconnaissant. Parce que si ça s'était occlu 12 mm au-dessus, vous auriez eu B3R, B4R qui aurait su se décaler, et vous auriez eu un BD qui allait déguster sur l'échographie de contrôle. Bon, ça reste grave, hein, c'est pas parce que la marginale du bord droit est pas atteinte que c'est pas grave. Hein. Il se trouve qu'on a tiré un peu de caillot de cet infarctus, c'est pas systématique. La thrombectomie, la thromboaspiration n'est pas systématique. Au contraire, il est recommandé qu'elle ne doit pas être systématique, parce que ça fait un peu d'AVC. Mais il y a certaines situations techniques où il faut thromboaspirer. Voilà, la synthèse, bon, c'est dit les trucs principaux. Pour les dernières, non, je suis en retard. Je vais juste balayer très rapidement pour voir s'il y avait un autre message. Donc, comme 51 ans au risque cardiovasculaire. J'ai acheté ça. Hérédité familiale, c'est pas rien comme facteur de risque. En fait, c'est la trace d'une génétique pas sympa. Et vraiment, les génétiques pas sympas sur le point entéromateux, je vous jure que ça a d'impact. Donc, génétique gastrique, douleur atypique. Oui, c'est un homme et il fait des douleurs atypiques aussi. Pourquoi c'est pas interdit? Donc, tchac, ça c'était pour s'assurer que c'était pas un diagnostic différentiel. Qu'est-ce qu'on avait à l'ECG? On avait des ondes T très amples, pointues amples en interoseptale. Ok, pas de sus-décalage. Des ondes très négatives en inférieur. Ok. Bon, il n'y avait pas de sus-décalage. C'était légitime de faire une troponine. La première revient assez augmentée. Allez, ST-. Est-ce qu'il y a un petit quiz sur les troponines? Ouais, ce qui est important, c'est le cycle. La première peut être normale ou non augmentée, mais il faut bien faire la diète pour choper. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait de la souffrance quand même qui ait été suffisamment longue. Parce que si c'est que des va-et-vient, bah, il n'y a pas le temps de faire augmenter la tropo. Voilà. Et, purée. Ah, ça, c'est un point que je vous dis. Si vous allez nous appeler très longtemps, enfin très fréquemment, pour des troponines un peu augmentées, pour des situations qui n'ont rien à voir. Et vous allez avoir au bout du téléphone un cardiologue très désagréable, très peu courtois. Je vous raconte mon dernier coup de fil sur ce sujet, c'était ma garde mardi dernier. Oui, bonjour, j'ai une dame de 83 ans au Shore, elle vient pour chute à domicile, elle est grabataire, démente, j'ai fait une troponine. Pourquoi? Et qui a 1000. Qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Déjà parce que cette pauvre dame, elle est pas, enfin, tu vas rien, pas lui apporter de l'espérance de vie ni de la qualité de vie avec une exploration coronaire de je sais pas quoi. Et puis parce que cette dame, elle est en contexte aigu, en plus elle avait une CRP à 150, donc elle vient de passer plusieurs heures au sol, elle a une infection en cours, et donc elle a une souffrance fonctionnelle cardiaque, peut-être sur des petites sténoses chroniques stables, dont on se fiche, surtout le contexte. Et donc, ça a pu faire un peu augmenter la troponine. Il n'y a pas que les SCAR qui font augmenter la troponine, il y a plein de choses différentes. Et donc, un fond de tropo à 200, mais même à 1000 chez cette dame, mais dans un contexte très aigu d'autres choses, d'embolie pulmonaire, d'infection grave, je ne sais pas quoi, même d'insuffisance cardiaque, et ben, ne doit pas faire déclencher une courbe dans les 120 000. Le SCAR n'était pas la seule raison d'augmentation de la troponine. Il trouve que là, c'était un vrai SCAR, c'était moins. Il a reçu aspirine, après on met un inhibiteur des récepteurs du P2Y12, donc Brix, c'est après la coro, et anticoagulation avant la coro, par contre, on a volontiers par exemple du Fondaparinux, Arextra. Donc en pratique, on dit, ok, tu mets Aspégique 250, Arextra 2,5 mg sous-cutané, et on le prend en usique.
on lui fait la choro dans la journée. Avec un délai du coup, qui va changer en fonction du très haut risque, comme tout à l'heure, genre ST plus transitoire, ou du haut risque, ou par exemple. Bon, là c'est une mise de situation en vraie vie qui est pas mal, je vous le fais rapidement. Vous avez introduit donc l'SPJ clair extra et le risordant, puisqu'il y avait encore un fond douloureux que vous vouliez faire passer cette douleur. Donc le risordant, en gros, ça va soulager le travail cardiaque un petit peu, et ça aide souvent à baisser les douleurs coronaires. Donc l'infirmière vous coupe pendant que vous appelez le cardiologue pour vous dire que le patient ne se sentait pas bien et qu'elle a contrôlé sa tension, la 8 de tension, avec une fréquence cardiaque à 44 par minute. Dans le couloir, vous réfléchissez quelles hypothèses à confirmer, infirmer une fois arrivé auprès du patient. Il y a plusieurs hypothèses. Contexte de ce témoin, tu lui as fait ses médicaments et il tape le 8 de tension et la bradycardie. Quelle hypothèse? Ouais. Oui. Le truc qui ne collerait pas, c'est la bradycardie. Dans les chocs cardiogéniques, tu es plutôt tachycarde. Pour compenser, justement. Ah, très intéressant. Merci. Un BAV3 ischémique, c'est assez fréquent hein, que les infarctus se compliquent de BAV3. C'est pour ça que ne négligez pas ce que vous avez très bien fait tout à l'heure, de regarder d'abord le sinus et le rythme. Commencez par ça, c'est très bien. Donc là, ça c'est une des hypothèses que vous sentez. Ah, est-ce qu'il ne tape pas le BAV3 ischémique? Et du coup, il taperait l'hypotension secondaire au BAV3. Ça, c'est une super hypothèse. Quoi d'autre? Ah, toi tu dis, je lui ai mis des antithrombotiques, donc il saigne, mais ouais, il serait tachycarde. Et c'est pas giga probable qu'il parte en choc hémorragique sur de l'aspégie qui n'arrive pas. Mais bon, c'est arrivé, et aussi rapidement même. Et il ferait le tachycarde. Ouais, carrément. C'est d'élimination, l'hypertonie vagale, donc en gros il tape pas mal de vagale. C'est d'élimination parce qu'il y a d'autres choses plus graves avant, genre BAD3 ischémique. Mais tout à fait. Hypotension, bradycardie, ça peut aussi faire penser à un malaise vagal, c'est typiquement ça. La jeune fille qui tombe dans les pommes et on prend son pouls et elle est bradycarde, ça nous conforte, pas que, mais ça peut nous conforter que ça sent le malaise vagal. Voilà. Et puis après, on pourrait pu dire aussi un choc anaphylactique à l'aspégique. Mais là, pareil, on va imaginer que la fréquence s'accélère. Et un truc qui peut arriver, c'est l'hypotension sur le risordant que tu viens de mettre. Le risordant, ça fait baisser la tension. Et ouais, ça peut aussi te pousser un peu en bradycardie, plutôt par le versant vagal, justement. Donc, tac. Donc, l'hypotension, est-ce que c'est un choc? Vous l'avez bien évoqué. Donc, sur les complications d'infarctus. Est-ce que c'est une allergie à l'aspirine? Est-ce que c'est une hypotension sur les tendons? Bradycardie, dialyse ischémique, et en fait, c'était une décharge vagal. À ego, et bon, une droite, on a vascularisé, et feu altéré. Donc, il y a une séquelle post-infarctus. Là, on sort les différents tiroirs. Tiroir régligino-diététique, avec tous les items. 2 tiroirs réadaptation cardiovasculaire obligatoire, parce que ça a un bénéfice sur la mortalité, genre comme un médicament. Donc, envoyer le patient faire des séances de réadaptation et d'éducation thérapeutique et diététique dans un centre de rééducation cardiovasculaire en post-infarctus, c'est systématique, c'est recommandé pour 100% des infarctus, même si la FEVG est conservée en post-infarctus, et parce que ça a prouvé un bénéfice sur la mortalité. C'est assez frappant. Et les médicaments, voilà. Avec les médicaments, il y a le sous-tiroir des antiagrégants, aspiagiques, antiagrégants. Le sous-tiroir du côté traitement d'insuffisance cardiaque, la cardiomyopathie, qui est chimique. Maintenant, c'est une cardiomyopathie, donc bisoprolol, ramipril, et puis après, on peut en mettre d'autres. Voilà. Et puis après, autre sous-tiroir qui est la statine en prévention secondaire pour arrêter sa cancérisation ossifiante de ses artères de tout son corps. Et le suivi cardio, habituellement, on les voit dans les 1 à 3 mois qui suivent l'infarctus, et ensuite une fois par an seulement.
sauf si événement. Tac, là, on va juste voir s'il y avait un message clé. Tac. Là, c'était une dame qui était en mode qui fait de l'angor stable, en gros, à l'effort. Elle a une épreuve d'effort qui est positive avec un sous-décalage à l'effort. La patiente vous dit que ChatGPT lui a donné l'idée de réaliser un coroscan. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous disiez plutôt non, car de toute façon, son truc était tellement évocateur qu'on ne pourra pas éviter la coro. Et qu'en plus, elle est à 67 ans diabétique, donc il y a des nombreuses classifications à prévoir, comme je vous ai montré au début du thème d'avant. Et quand il y a des classifications coronaires comme ça, le coroscanner, il n'est pas très fort pour décrire les sténoses. Donc ça finit souvent avec une coro, parce que le coroscanner peut rien dire. Le coroscanner est très bon chez des gens comme vous, par exemple, sans classification, où là, il va pouvoir nous dire avec une très forte fiabilité qu'il n'y a pas de lésion coronaire. Je vous avais mis le vieux taco de Gaston Lagaffe et la Porsche, pour vous dire que cette fois, on est plutôt du côté vieux taco de Gaston Lagaffe. D'ailleurs, vous voyez que ces artères coronaires sont pourries, avec un tronc commun, une nivelle proximale, une coronaire droite, et que du coup, elle, en plus, elle est diabétique, donc diabétique tritronculaire, pas de contexte de ST+, on va plutôt vers la chirurgie de pontage, c'est-à-dire qu'on va se brancher, on va débrancher ces artères mammaires qui partent des sous-clavières, qui normalement irriguent votre thorax, on les déconnecte du thorax, et on vient les brancher en aval des sténoses coronaires. On fait des pontages, idéalement en tout mammaire, qui sont meilleurs que les pontages SAPHEN, où on vous prend une veine, on déconnecte une veine de votre jambe, et on va la brancher un bout sur la aorte et un bout sur la coronaire. À la Réunion, il y a encore beaucoup de SAPHEN qui sont faites, mais c'est recommandé de ne plus trop utiliser SAPHEN, ça donne des moins bons résultats. Et bon, check. Stainless total, enfin la synthèse totale, on en a parlé. Et voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Et en fait, il se trouve que, alors ça, je n'ai pas l'explication, je n'ai pas, c'est juste sur l'expérience. Il y a pas mal de patients qui passent en hypertonie vagale sur le résorbon, mais via l'hypertonie vagale. Ce n'est pas le résorbon en soi. Sans réactivation du tonus vagal, il ferait plutôt une tachycardie, tout à fait. Mais il se trouve qu'il y en a qui réagissent par hypertonie vagale. Je ne sais pas pourquoi. Ok, ouais. Oui, c'est un peu flou, et c'est pour ça que je trouve que c'est plus prudent de préciser infarctus du myocarde avec ST+, parce que c'est un peu ceinture et bretelle. Normalement, infarctus du myocarde, normalement, c'est plutôt les ST+. Mais par extension, parfois, les ST- peuvent être rangés là-dedans aussi. Mais, tu vois, vu que les deux sont appelés syndrome coronaire aigu, on a aussi envie d'appeler les deux infarctus. Mais normalement, stricto sensu, l'infarctus, c'est le ST+. Mais si tu l'as précisé à un moment donné, si tu veux être sûr qu'on a compris de quoi tu parles, tu peux mettre ceinture et bretelle et dire infarctus du myocarde type ST+. Si, on ne dit pas infarctus du myocarde entre nous, on pratique avec les agentistes. On dit faire un SCA, ST+, ou ST-. On ne parle pas d'infarctus. C'est plus confusiogène, ouais, idéal tout court. Ouais. Ok, merci de votre participation. À bientôt.